Monsieur Barjon, pour la fin, on a un petit énigme pour vous. Nous courons après. Et lorsque nous avons gagné, nous les perdons, sans jamais en avoir assez ou pouvoir le remonter. Qui est-ce? Le temps. Franchement, là, j'ai jamais été accueilli comme ça de ma vie, moi. Ça tourne. Action. Normand Baillargeon, qu'est-ce que pour toi, la vie devant soi? Il y a un écrivain français, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Romain Gary, qui avait écrit un roman qui portait ce titre-là. C'est amusant à savoir. Gary, en russe, il paraît que ça veut dire brûle. Puis à un moment donné, le monsieur, il a pris un pseudonyme pour écrire la vie devant soi. Il s'est appelé Ajar, ce qui veut dire cendre. C'est assez intéressant de remarquer qu'il a fait ça. Donc, ça me fait d'abord penser à ce roman-là. Puis ça me fait penser, vous savez, je travaille en éducation. Moi, ça me fait penser à des choses en éducation, parce qu'en éducation, on vise à faire en sorte que les individus soient autonomes. C'est-à-dire qu'ils aient la vie devant eux et qu'ils puissent choisir le type de vie qu'ils veulent mener. Alors, quand on pense à l'éducation qu'on veut donner à des enfants, on aspire à ça. On aspire que l'avenir soit ouvert pour eux, qu'ils ne soient pas fixés par le hasard de leur naissance. Puis pour donner un exemple précis, quelqu'un qui serait né dans une famille très croyante et qui n'aime pas la science, par exemple, bien, si le petit garçon se découvre un amour pour la science, il aurait la vie devant lui, puis son avenir ouvert, puis il sera autonome s'il pouvait choisir de devenir un grand biologiste. Puis à l'inverse, un enfant ou une petite fille, disons, qui serait né dans une famille mécréante, c'est-à-dire absolument incroyante, mais qui se découvrirait une âme de religieuse ou de mystique, aurait la vie devant elle si elle pouvait choisir cette vie-là. Ce qui veut dire que c'est un idéal qu'on vise en éducation, de faire en sorte que chacun ait la vie devant soi. Puis j'aime à penser que chacun devrait avoir la vie devant soi à tout moment de sa vie, pas juste quand on est enfant, mais pour le reste de sa vie, on a toujours la possibilité de se choisir et d'être autonome. Puis ça implique aussi qu'on ait reçu une éducation qui nous habilite à faire ça. Donc voilà ce que c'est pour moi la vie devant soi. C'est un idéal éducatif d'abord. Je quitte ma cellule, je traverse les couloirs, je salue mes amis, je leur dis à plus tard. Je quitte pas Bordeaux, du moins pas encore, je m'évade dans les mots et la musique de noir. Ma vie est un roman, ma vie est une chanson, qui en est l'auteur, c'est toute la question, des questions que je me pose. 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 Je vous salue, homme sage, et je vous plaide notre cause. Bonjour, M. Baillargeon. Bonjour. Je m'appelle... Ça va faire. Normand, ça va faire. Avant de commencer, j'aimerais rappeler que cette rencontre est dédiée à votre ami Raif Badawi, que je dois admettre, je ne connaissais pas avant que vous en parliez à la télévision.
Mais on va y en venir plus tard. Et puis, c'est un plaisir pour moi et mes amis souverains de t'accueillir à notre rencontre. Un homme de ta qualité. C'est dans cette même salle ici qu'on a regardé ton entrevue que tu as accordée à Tout le monde en parle. Et puis, je peux dire que tout le monde était pas mal assommé d'écouter un professeur qui, finalement, expliquait des choses très compliquées, mais d'une façon très simple. On a aussi pu constater un peu que tu étais un petit peu rebelle, peut-être avec des problèmes avec les gens qui étaient en pouvoir. Oui. Et puis, finalement, tu étais un peu marginal, un peu comme nous. Puis, avant qu'on te montre notre parcours d'éducation qu'on a passé, on aurait une question qu'on voudrait vous demander. C'est que, derrière l'image d'un professeur anarcho-syndicaliste, tu serais pas un peu bad boy comme nous autres? Je suis marginal, c'est vrai, tu comprends? Je pense que dans l'histoire de l'humanité, le fait de se révolter contre des pouvoirs qui sont injustifiables, c'est une tendance naturelle des êtres humains. Je pense que même qu'une grande partie du progrès de l'humanité est due au fait qu'on a contesté des formes de pouvoir qui ne sont pas justifiables. Tu comprends? Non. Alors ça m'apparaît une tendance nette. Souvent, c'est étouffé chez beaucoup de gens. C'est étouffé pour des raisons que vous connaissez aussi bien que moi. Là. On offre des petits cadeaux, des petits bénéfices, des petits privilèges. Puis beaucoup de gens, quand ils reçoivent ça, étouffent toute tendance à critiquer ou à remettre en question l'ordre établi ou à remettre en question des privilèges. Mais cette tendance-là est présente toujours en nous, puis elle revient. Puis il y a des gens, heureusement, là, qui résistent, tu comprends? C'est pas facile de le faire des fois. Il y a des circonstances dans lesquelles c'est extrêmement dur. Puis moi, je tiens à dire que pour moi, de faire ce que je fais, c'est vrai, je critique des choses, mais pour moi, ça coûte pas un prix personnel très, très élevé, tu comprends? Alors, je suis un professeur d'université, moi, dans ce sens-là, j'ai un salaire garanti, j'ai une job, ils peuvent faire beaucoup de choses contre moi, mais pas me mettre dehors. Beaucoup de gens qui critiquent, ça leur coûte beaucoup plus cher que moi. Ces gens-là sont beaucoup plus admirables que moi, tu comprends? Moi, je le fais dans des circonstances extrêmement privilégiées. Puis au contraire, ce qui m'étonne beaucoup, c'est de voir à quel point, autour de moi, des gens, pour des petits cadeaux de rien, renoncent à toute critique, tu comprends? Comment on rentre facilement dans le rang, même chez les gens qui sont privilégiés. Peut-être même surtout chez les gens qui sont privilégiés dans nos sociétés. Merci. Plaisir. Moi, je suis une personne qui a toujours eu un peu de misère à l'école. J'aimais vraiment pas ça. J'ai possiblement pas eu un professeur qui a capté mon attention. Certainement pas comme quand vous avez capté l'attention du monde. Surtout le monde en parle, tout le monde était fixé sur vous, personne regardait ailleurs. Je suis une personne que finalement j'ai appris beaucoup par moi-même. J'ai jamais été dirigé dans l'étude professionnelle, mais je me suis appris tout seul. Je suis mécanicien maintenant. J'ai appris d'être mécanicien longtemps, d'être mécanicien. Il a fallu que j'aille à l'école pour prendre le papier, mais je le savais quasiment déjà avant d'y aller. Ma passion, moi, c'est la musique. Et puis, j'ai pris un cours de musique, finalement, juste pour avoir une toute petite base pour me lancer avec. Et finalement, j'ai appris par moi-même. J'ai fait des spectacles toute ma vie. J'ai fait des tournées. Au fur et à mesure, je me suis toujours amélioré. J'ai maintenant 2 enfants qui sont à la fin de leurs études secondaires. Puis j'aurais aimé être un modèle pour eux autres dans leur vie académique, mais malheureusement, peut-être les études à long terme, c'est pas pour tout le monde. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. La question de l'école est bien, bien compliquée dans notre société, vu du point de vue où vous le placez, là, où vous la placez, la question. Les gens vont à l'école, normalement, ça devrait être une opportunité extraordinaire pour avoir une vie ouverte, justement, une vie autonome, puis ouvrir des horizons. L'école sert aussi à reproduire des inégalités sociales. C'est-à-dire, les gens arrivent à l'école avec un bagage extrêmement différent les uns des autres. Certains enfants arrivent à l'école, viennent d'une famille où il y a des livres, où on lit beaucoup, où des gens comme Platon, Aristote font partie du quotidien, où on discute, on lit les journaux, on discute d'idées. Souvent, pas toujours, mais souvent, c'est des familles qui sont à l'aise financièrement, tu comprends? Ces enfants-là arrivent à l'école, ils ont déjà énormément d'avantages sur d'autres enfants qui arrivent à l'école en n'ayant pas ça. Parfois, pour empirer encore la situation, l'école demande de mettre en œuvre des choses que certains ont avant d'arriver à l'école, tandis que les autres ne les ont pas. Tu comprends? Ce qui surpénalise encore ces enfants-là. Ce qui fait que la question est complexe, hein, puis les chercheurs se penchent là-dessus et essaient de corriger ça. Une des choses que je sais avec
pas mal de certitudes là-dessus, c'est qu'il y a des manières d'enseigner qui font en sorte que même les enfants qui arrivent à l'école en n'ayant pas tout le bagage qu'ont les autres peuvent réussissent mieux. Souvent, on n'emploie pas ces méthodes-là. Peut-être qu'avec vous, c'est ça qui s'est passé. C'est peut-être qu'avec vous, vous n'avez pas eu des profs qui étaient au courant des meilleures méthodes, par exemple, pour apprendre à lire. Hein? Ça, c'est un maudit bon exemple de ce que je veux dire. On comprend tous l'importance de savoir lire, hein, pour réussir à l'école. Le fait de ne pas lire de manière parfaite ou à peu près en deuxième année, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur prédicteur du décrochage scolaire. Si votre enfant rendu à Pâques à la deuxième année n'est pas un bon lecteur, il y a de bonnes chances qu'il va décrocher. Or, il y a des méthodes pour apprendre à lire qui sont meilleures que d'autres. Et on ne les utilise pas systématiquement. Alors, dans ce sens-là, on empire une situation qui est déjà grave à cause des inégalités sociales. C'est pas une question simple, celle-là, mais si on prend au sérieux l'école puis l'éducation, on devrait systématiquement mettre en œuvre les meilleures méthodes puis les mettre en œuvre au bénéfice des enfants qui n'ont pas les avantages que les enfants des classes sociales favorisées ou riches ont. Voilà ce qu'il faudrait faire. Et c'est pas facile à faire. Je vous remercie beaucoup. Plaisir. Étais-tu un bon lecteur? Moi, je sais lire bien. Un bon lecteur, oui. C'est mon attention qui n'était pas là. Ah, oui. Des fois, c'est des troubles d'apprentissage ou d'attention, hein, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est autre chose. Bonjour, M. Baillargeon. Je m'appelle Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. On a regardé ton entrevue que tu as donnée à Tout le monde en parle 3-4 fois. Puis chaque fois qu'on a regardé ton entrevue, j'ai appris quelque chose. Moi, à l'école, tous mes professeurs, c'était des filles. Jamais eu d'hommes comme prof, en dehors de mon professeur d'anglais puis mon professeur d'éducation physique. Donc, je crois que si j'aurais eu un professeur comme toi, en français ou en maths, j'aurais pas décroché l'école. Je sais que tu as écrit... J'aurais peut-être appris quelque chose sur la pensée critique. Je sais que tu as écrit un livre là-dessus. Par exemple, est-ce que tu pourrais me dire comment intellectuellement je pourrais me défendre contre un policier blanc qui tue un citoyen noir? Pour prendre un exemple au hasard, là. Au hasard! on rentre... Il y a des formes d'autodéfense intellectuelle, c'est contre des discours, puis il y a des formes d'autodéfense, c'est contre des pratiques. Okay? Et puis l'exemple que tu prends, là, c'est une pratique systémique. Si on comprend? C'est pas quelque chose d'interpersonnel, hein? C'est quelque chose qui, me semble-t-il, est ancré dans un système de pensée qui est largement répandu dans notre société, moins qu'aux États-Unis. Tu as vu Ferguson ces temps-ci, où c'est un indice de ce qui s'est passé historiquement, puis une résultante d'un long processus historique. Mais même ici, il y a on en parle souvent dans les médias, profilage racial, ciblage de certaines populations, etc. Ça, c'est systémique. Puis pour vaincre des systèmes, il faut construire un autre système. Il faut de l'éducation, il faut diffuser de l'information, il faut discuter. Ça se fait pas du jour au lendemain. Puis tantôt, je parlais des pouvoirs qu'on conteste. Ça fait partie des pouvoirs qu'on conteste. Ce qui est intéressant, je pense, de se rendre compte, c'est que il y a une certaine période, je ne veux pas mettre d'années là-dessus, mais disons, si on disait un siècle, par exemple, on ne se tromperait pas, où on ne voyait même pas ces formes d'opposition-là. Le racisme n'était pas encore compris comme étant une forme profonde d'injustice sociale comme ça l'est aujourd'hui. Donc, on a fait un certain progrès. Il en reste énormément de travail à faire. Puis ça, c'est un travail, encore une fois, c'est plus sur le plan interindividuel qu'il faut agir seulement. Il faut agir sur ce plan-là, mais il faut agir sur le plan des mentalités. Et ça prend du temps. Puis ça prend des gens qui ont le courage de le dire, de l'affirmer. Ça prend des études, ça prend des gens qui vont de l'avant, qui mettent en avant ces thèses-là. C'est pas j'aimerais pouvoir dire qu'il y a une solution magique à ça. Il n'y en a pas. La solution, ça va être un travail de longue haleine avec des gens qui prennent la parole, qui expliquent, qui font comprendre. Parce que c'est les mentalités qu'il faut changer. Et ça, c'est long et c'est difficile. Pas de solution facile, malheureusement. Pas de solution magique. Non, c'est ça. Là-dessus. Si tu me permets, je te parlerai de mon parcours à l'école. Moi, je dirais, dans les années 80, le racisme, c'était pas juste une rumeur au Québec. J'ai été élevé à l'haïtienne, qui veut dire... au moins de faux pas, je me faisais corriger à grands coups de « je t'aime ». Et puis, donc, quand j'allais à l'école, tu
sais, j'avais une colère, comme, tu sais, une double colère, dans le fond. Fait que là... Double? Double. Grand comme les grands coups de je t'aime. OK. Puis bon, le racisme. OK. Fait que, tu sais, comme, il fallait que je fitte dans le moule, dans le fond. Donc, tu sais, voilà ma double colère. Fait que je savais pas vraiment, tu sais, où me situer. Fait qu'il y avait aussi l'école de la rue, qui était plus facile, dans le fond. Fait que j'allais à 2 écoles en même temps, tu sais. J'ai fait les 2 écoles. Je m'en suis pas trop mal sorti de l'école de la rue, bien sûr. Il y en a qui ont laissé leur vie. Mais moi, de mon côté, je trouve que je m'en suis bien sorti. Je suis papa maintenant. J'ai bientôt grand-père. J'espère que qu'est-ce que j'ai appris, je vais pouvoir l'inculquer à mes enfants et à mes petits-enfants. Qu'est-ce que l'école m'a apporté? Je suis désosseur aujourd'hui. Donc, quand je vais sortir de prison, je retourne à mon métier qui est désosseur. Et puis, ma famille, c'est moi. Tu me contes ton histoire, je vais te conter un peu de la mienne là-dessus, si tu veux. Ouais. Moi, les gens ne savent pas ça, mais j'ai été élevé en Afrique. Ouais? Ouais, j'ai passé toute mon enfance en Afrique. L'Afrique noire ou l'Afrique blanche? L'Afrique noire. Okay. L'Afrique, Cameroun, Sénégal. Okay. Donc, c'est l'Afrique complètement noire. Et moi, le racisme, je l'ai appris là-bas. C'est-à-dire que t'es enfant. Je ne sais pas comment c'était à ton école quand tu étais au primaire, mais moi, mon expérience, c'est que les enfants, spontanément, ils ne sont pas racistes, les enfants. Ils ne connaissent pas ça, le racisme, les enfants. Les adultes peuvent leur apprendre le racisme. La société dans laquelle ils vivent peuvent leur apprendre le racisme. Mais les enfants eux-mêmes ne sont pas racistes. Moi, j'ai quitté le Québec à 4-5 ans. Je suis revenu, j'avais 13 ans, tu vois. J'ai toute mon enfance en Afrique. Alors, j'ai vécu avec des Noirs africains toute mon enfance. Et puis moi, le racisme, je l'ai découvert là. J'ai découvert le racisme colonial, le racisme des Blancs contre les Noirs qui perdurait. C'était les années 60, tu comprends? Et ça m'a toujours horripilé. J'ai été très jeune marqué par ça. J'ai reçu une dose d'antiracisme enfant, si tu veux. Ce qui fait que moi, dans le courant de ma vie, quand tu parlais tantôt des années 80, 90, dans les années 90, quand le racisme devenait évident à Montréal, je me souviens d'avoir lu des reportages que si tu étais noir ou arabe, tu t'appelais pour un emploi ou pour louer un appartement, on disait qu'il était loué, mais une heure après, un Blanc se présentait, lui, il l'avait. Tu te rappelles de ça? On a vu des choses comme ça. Ça m'avait complètement horripilé, ça. Complètement horripilé. Puis l'enfant en moi, là, qui connaissait le racisme d'expérience, était outré par ça. Alors, avec ma compagne, on avait traduit le livre de Frédéric Douglass. Je ne sais pas si tu le connais. Non, je connais C'était pas. ma réaction. Moi, j'ai écrit ça. Frédéric Douglass, mon cher, c'était un Noir né dans le sud des États-Unis, au début du 19e siècle, en plein esclavage. Et cet homme-là, né esclave sur une grande plantation où il y avait énormément d'esclaves, était destiné à une vie que tu peux imaginer, une vie absolument sans aucun bon sens. Puis à un moment donné, je te raconte ça, si tu permets, à un moment donné, des amis des propriétaires de tous ces esclaves-là ont un enfant dans la ville de Baltimore. Puis ils cherchent un jeune noir pour être le jouet de leur enfant, qui a le même âge. Fait qu'ils viennent à la plantation, et celui qui est choisi s'appelle Frédéric Douglass. Ils le prennent, ils l'amènent. Il s'appelle pas Frédéric Douglass à cette époque-là, c'est le nom qu'il va prendre plus tard. Il l'amène, puis il devient l'ami du petit garçon de la famille à Baltimore. Et la mère en question, qui n'avait jamais eu d'esclave avant, n'était pas au courant de ça. Tu peux pas leur apprendre à lire aux esclaves. Tu comprends? Alors, quand le petit garçon blanc commence à aller à l'école, le jour, elle le garde avec lui, puis elle commence à lui montrer des lettres. Et Frédéric Douglass, qui était brillant, commence à apprendre à lire. Et le mari de la femme les surprend son épouse en train d'apprendre à lire au petit Frédéric Douglass. Et il lui dit à sa femme, « Mais fais pas ça! Si tu y apprends à lire, il sera plus jamais bon comme esclave, il servira à rien, il voudra plus obéir, il voudra plus écouter. » Frédéric Douglass, qui a 5 ou 6 ans, entend ça. Et qu'est-ce que tu penses qu'il entend, lui? Il dit, « Je viens de comprendre comment me libérer, il faut que j'apprenne à lire. » Alors, il va se décider d'apprendre à lire, tu comprends? Il va à peu près apprendre par lui-même à lire. Il va s'enfuir, va arriver au nord des États-Unis, va écrire son autobiographie. Il va devenir un des plus grands, les plus illustres abolitionnistes des États-Unis. Et ce noir-là, c'est un héros pour moi. C'est quelqu'un de magique parce qu'il dessine aussi cette avenue-là de sortie, tu comprends? Dans des circonstances absolument horribles, il a trouvé sa voie de sortie qui était d'apprendre à lire, de s'éduquer, de comprendre le monde dans lequel il vit, puis de se battre, tu comprends? Et je pense que c'est une belle leçon d'antiracisme, ça. Ah ouais. Ah, j'en apprends encore. Vous auriez dû être mon professeur. Je t'enverrai
Vous aurez sûrement l'occasion d'envoyer quelque chose. Je t'enverrai une copie du livre de Frédéric Ah, ça me Douglas. fait plaisir. Ça s'appelle Mémoire d'un esclave. Et puis c'est un fichu de beau livre, un fichu de beau parcours de vie. Ça me ferait plaisir de recevoir. Ah, Tu me rappelleras en partant aujourd'hui. ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. OK. Merci. Bonjour, M. Normand. Mon nom est Gilles. Bonjour, Gilles. Bon, on est ici pour parler d'éducation. C'est clair que je préférerais parler politique, mais On peut aussi. non, on se met pas s'aventurer, là. C'est un terrain trop glissant. Bon, OK. Moi, j'ai fini mon secondaire 5 au pénitencier d'Archambault. Vous savez, moi, je viens d'une longue lignée de criminels. Mon arrière-grand-mère est décédée au pénitencier de Kingston après 11 années d'incarcération pour avoir tenu une école du crime. Mon père a fait 20 années de pénitencier. Mon grand-père était un bootlegger. C'est ancestral. C'est très ancestral. Puis ma mère... on va finir avec ma mère, tiens. Je vais vous garder ça pour la fin. Moi, j'ai fait comme 15 années de prison, de pénitencier. J'ai fait le tour de tous les goulags du Québec, si on veut. Finalement, je me suis ramassé à Archambault en 2007, je crois. Puis on m'a donné une mop, on m'a dit « Tu vas passer à la mop, toi. » J'ai dit « Toi, ta mop, tu vas t'arrentrer aussi, je pense. » J'avais le choix, c'était 20 minutes de mop par jour ou 7 heures d'école par jour. J'ai dit « Moi, OK, ta mop, tu t'en garderas, moi, je vais aller à l'école. » Fait que, moi, c'était évidemment pour pas passer à la mop que j'allais à l'école. C'était pas pour aller à l'école. L'école, j'ai toujours haï ça. Mais finalement, je me suis avéré très bon. J'ai été le premier surpris. Je me suis embarqué dans l'école, puis à fond, j'ai fini un diplôme de secondaire 5 avec pas de note en bas de 85. J'ai même des 100%, 97. J'ai eu un méritos. Il me manquait 2 crédits optionnels pour compléter mon secondaire 5 quand je suis sorti du pénitencier. Mais malheureusement, j'étais pris dans les offres de la drogue et de l'alcool. J'avais commencé à consommer, j'avais l'âge de 12 ans. J'ai jamais arrêté. J'ai jamais même réalisé que j'avais un problème. Il y a 2 ans, pas loin de 2 ans, je me suis fait prendre dans ma plantation. On a évalué ça à 1 800 000. Une grosse charge. Là. Je m'en allais pour un maudit bout. Là, j'ai dit, un autre échappatoire. Tu sais, vous savez, on devient manipulateur, on devient crasseur un petit peu quand on est dans le milieu. Là, j'ai dit, m'en aller en désintox. Sauver du temps. Fait que, encore une fois, je me suis pris dans mon propre jeu. Après la 4e journée, à force d'écouter les histoires de Pierre-Jean-Jacques puis de me reconnaître dans chacune d'entre elles, je me suis dit, maudit Christ, j'ai un problème puis un sérieux beau là de ça. Fait que j'ai embarqué dans la thérapie. Je suis devenu un modèle à suivre parce que j'étais un fils d'une longue lignée de criminels célèbres, criminels notoires, puis que j'avais réussi à m'en sortir. Puis là, j'en étais rendu à accueillir les nouveaux, puis à les encourager fortement dans le bon chemin, si on veut. Ça fait 2 ans que je suis sobre. J'ai pas pris... Je fume même pas la cigarette. C'est dur à arrêter. J'ai tout arrêté. Je suis le premier étonné. Je vais être honnête avec vous, je suis le premier étonné. Là, mon cheminement m'amène présentement... Bon, là, on m'a révoqué justement parce que je voulais aller à l'école. Eux autres, les recommandations des agents de libération conditionnelle se trouvaient être qu'on me suggérait fortement d'aller dans la restauration rapide. Autrement dit, on voulait que j'aille flipper des burgers chez Harvey's. Mais moi, j'étais inscrit déjà dans un cours de mécanique industrielle, puis je me suis réservé un appartement. On n'a pas aimé ça. On a révoqué ma libération conditionnelle, puis on m'a renvoyé en prison. Parce que je voulais aller à l'école. Le monde est assez injuste, si on veut, quoi qu'il en soit. Mais ça me semble profondément insensé, ça. Absolument. Je suis très d'accord avec vous. Parce J'espère qu'on va voir ça sur YouTube. Non, c'est parce que ça me semble en plus contraire au principe qu'on met souvent de l'avant, Absolument. qui est réhabilitation, encouragement à aller à l'école. C'est eux qui vous encourageaient à l'école? Non, c'est pas eux. Non, mais au début, la MOP, là, ils ont permis d'aller à l'école là, quand vous avez renoncé à la MOP. Donc, le système encourageait cette voie-là, si je On peux serait dire. supposé d'encourager la réhabilitation, la réinsertion sociale, mais dans les faits, on met des gens dans des situations dont on leur octroie trop de pouvoir qui devient un arme dans les mains de personnes qui ont peut-être moins d'éducation
pas moins d'éducation, moins de connaissance de la pauvreté, de la misère. Ça devient comme, OK, tu veux pas faire ça? Tiens. Ouais. Est-ce qu'il y a un recours pour vous? J'aimerais donc ça les amener à la cour. J'aimerais donc les poursuivre en justice, mais non, je ne crois pas parce que nous autres, Mais il n'y a pas un comité d'appel? Il n'y a pas un comité qui... Quand je suis arrivé devant les commissaires, on m'a même pas écouté. Leur décision était déjà prise. Vous savez, moi, je suis habitué de vivre là-dedans. Ça fait des années que je vis dans le milieu carcéral. Vous savez, vous voulez les vrais bandits, là, c'est pas dur. Allez au Parlement, ils sont là, les vrais bandits. Ici, vous avez plutôt 80% de gens qui ne savent pas écrire leur nom sans faire de faute d'orthographe, donc des clients faciles. Ils se plaignent pas. Ils peuvent pas remplir une feuille de plainte. Donc, dans les faits, ça reste comme ça. Donc, pour continuer, continuer à propos de l'éducation, là, mes projets futurs sont justement l'université dans le but d'obtenir un diplôme d'intervenant en toxicomanie pour pouvoir peut-être essayer d'aider un autre. Parce que moi, vous savez, j'ai pratiquement 50 ans. Je considère aujourd'hui que j'ai gaspillé ma vie. J'étais tellement plein de potentiel. J'ai lâché l'école, j'étais en robotique électronique PL4. Moi, j'aurais donné des jambes à ceux qui ne marchaient pas. Moi, j'avais l'idée de lui plugger une puce dans la tête avec des... mais je regarde la technologie d'aujourd'hui, ça existe. Ça s'est fait au MIT l'an passé. Ils ont permis à quelqu'un de bouger. Moi, j'ai pensé à ça quand j'étais jeune. On parle d'il y a 30 ans pratiquement. Puis moi, j'avais déjà imaginé ça. Moi, j'étais un fanatique de science-fiction. Puis vous savez, la science-fiction d'aujourd'hui, c'est notre réalité de demain. Donc, j'étais plutôt avant-gardiste déjà en très bas âge. Donc, pour en revenir, comme je vous dis, moi, je voudrais devenir intervenant en toxicomanie, même si je pourrais rien qu'en sauver un. Ça me mettrait peut-être un baume sur mes plaies, vous savez. Puis là, en faisant ça, je voudrais aussi donner des conférences dans les écoles au secondaire 3 pour anti-décrochage, anti-toxicomanie. Essayer, si je pourrais peut-être arriver dans 20 ans, puis si quelqu'un viendrait me voir et me dirait « Je suis vétérinaire, c'est grâce à vous, M. Tessier. Hey, je pourrais me coucher dans cette tombe-là puis dire « Merci, bonsoir, j'ai fait ma job au moins. » C'est un beau projet, ça. Oui. Ils peuvent pas vous empêcher de retourner à l'université. Là, ils peuvent plus. Là. Non, c'est ça. Là, ils peuvent plus. Là. Vous avez peut-être vu récemment, il y a un itinérant qui est sorti de la rue puis qui a fait un doctorat à Concordia. Oui, j'ai vu ça. Et puis, il a même gagné un prix pour la meilleure thèse. Oui. C'est peut-être quelque chose qui peut vous inspirer. C'était une thèse sur l'itinérance, justement. Oui, je l'ai lu. Un peu comme vous avez le projet de faire quelque chose sur la toxicomanie. Justement, quand je l'ai lu, j'ai dit « Hey, Ben, tu vois, il y a 53 ans. » Puis je me disais « Crime, je suis pas encore rendu là, j'ai le temps. » Mais moi, je connais pas très bien le milieu dans lequel vous vivez. Je trouve insensé la partie de l'histoire que vous m'avez contée, où ils vous envoient flipper des burgers. Ah oui, ils voulaient absolument... Parce que je leur avais dit qu'il n'était pas question. En vous privant de ce qu'eux-mêmes préconisent comme étant la voie de sortie. C'est-à-dire d'avoir un logement, d'aller à l'école, etc. Exactement, je suis bien d'accord. C'est une histoire effrayante. On bâillonne, comme Harper bâillonne les journalistes, on bâillonne la vérité, puis ferme ta boîte, puis fais ton temps. Sur les pénalités qui sont données, il suffit d'ouvrir les journaux pour voir les doubles standards en ce moment. Je ne sais pas si tu as peut-être vu en ce moment, il y a des entreprises qui ont commis littéralement des fraudes de grande envergure, même sur le plan international. Le gouvernement s'apprête à leur donner, sinon l'absolution, mais c'est presque eux-mêmes qui vont déterminer... Ils leur donnent des contrats, elles ne sont pas nationalisées. Les bandits qui ont fait ça, c'est des vrais gros bandits, ces gens-là. Là. Ils ont presque l'absolution. C'est eux qui vont avoir une année pour déterminer la punition qu'ils devraient avoir. Alors, c'est un traitement préférentiel des bandits. Vous parliez tantôt des bootleggers. Là. Il y en a qui ont réussi. Aujourd'hui, c'est des très, très grands noms. Seagram, oui. Vous savez, mon père... Dans votre famille, il était moins bon pour... Non. Vous savez, moi, mon père me disait toujours, lorsque j'étais jeune, il a dit « Toi, tu vas être comme ta mère, tu vas être comme moi, tu vas être comme ton arrière-grand-père, comme ton grand-père, comme ta grand-mère, tu vas être un bandit. Mais toi, tu vas être un bandit intelligent. » Il dit « Toi, tu vas aller à l'école. Tu vas être un bandit avec un badge. Je dis « Hein? » J'ai dit, aujourd'hui, avoir écouté ce Saint-Homme, je siégerais probablement au Parlement. Appelé tantôt, je disais,
l'idée en éducation qui nous est très chère aux gens qui pensent l'éducation, c'est de fournir aux gens l'autonomie qui permet d'avoir un avenir ouvert. Tu comprends? Tu peux choisir ta vie. Et là, l'école devient un lieu privilégié pour ça. Encore une fois, prendre l'exemple que je prenais, tu sais, le petit garçon qui vit d'une famille très croyante puis qui déteste la science, il va à l'école, il y a un cours de biologie, il découvre ça. L'école pourrait être la porte ouverte vers son avenir à lui. Pas pourrait, c'est ça, oui. L'éducation, c'est l'avenir. Mais ça marche pas toujours. Et j'aimerais savoir, dans votre cas à vous, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché quand vous y étiez à l'école? Moi, ça n'a pas marché parce que mon père est sorti du pénitencier. Mon père était un alcoolique chronique. Il m'a sorti de... Je me faisais élever par une famille qui m'aimait pas, mais que la discipline était là. Moi, pas de discipline, j'étais un free-for-all. J'étais un free-for-all. Il m'a sorti de là, puis il m'aimait beaucoup, regrettait que ma mère était décédée, il regrettait de ne pas avoir été là, de m'avoir garoché d'un bord puis de l'autre, donc il m'a laissé faire ce que je voulais. Je me suis mis à boire, je me suis mis à fumer du pot. À 12 ans. Je me suis mis à boire, je me suis mis à fumer du pot. Là, je dormais le matin jusqu'à midi, 1 heure. J'allais donc, pas à l'école. l'école. J'aimais pas ça. J'étais celui qui était assis dans le fond de la classe, qui regardait l'autre en avant en se disant « Maudit crise de fatigante, Carlis, il va-tu finir ce cours-là? » Tandis qu'aujourd'hui, je regarde du monde comme vous. Vous savez, je passe mon temps à essayer de me dissocier de la race humaine parce que je me dis « C'est pas croyable. » Regarde, je suis pas capable de lire des journaux. Je rouvre les journaux, puis je dis « Ben non, là, ben voyons donc, ça n'a pas de sens. On est dirigé par une monarchie dictatoriale, ça n'a pas de sens. Tu lis des affaires dans le journal, comme Harper, le silence du peuple me donne raison. Hey, Harper, maudit cave, si on sort et on chiale, tu nous fais matraquer par nos policiers, câlisse. C'est drôle que vous parliez de ça. Un des grands intellectuels vivants s'appelle Chomsky, Noam Chomsky. C'est un monsieur américain, là, puis un anarchiste, puis quelqu'un d'extrêmement brillant qui a travaillé en philo, en linguistique, puis en politique. Il défend des idées en politique. Puis un moment donné, il est allé voir son dentiste. Son dentiste, il a dit, les dents, M. Chomsky, là, sont grugées, là, ça n'a pas de bon sens. Puis sa femme, elle a dit, je sais ce qui se passe. C'est quand tu lis le journal le matin, tu n'arrêtes pas de gruger tes dents. Voilà. Moi, comme je vous dis, aujourd'hui, je considère l'éducation comme la porte de sortie de tous les problèmes. Les gens qu'il y a ici, s'il n'y en avait plus, qui s'adonneraient justement à un... Comme j'ai dit, quand j'ai parlé avec Mohamed, il m'a demandé à qu'est-ce qui t'a apporté ton secondaire 5. Sur le coup, tout ce que j'ai su y répondre, parce que j'avais une rage, c'est absolument rien. Parce que j'étais frustré, parce que j'avais pas les moyens, quand j'étais dehors, d'aller à l'université, parce que c'était trop loin, j'avais pas de véhicule, puis là, je me suis ramassé à pouvoir aller juste dans un niveau scolaire qui était à ma portée, dans la région où mes enfants habitaient. Puis, il y avait un gars qui était avec moi, que lui avait tout simplement un test d'équivalence qui avait pris 1 mois à obtenir. Moi, ça m'a pris 3 ans à obtenir mon diplôme. Donc, pour finir, c'est ça. Comme je vous dis, je vais faire des conférences dans les écoles anti-décrochage. Au secondaire 3, c'est pas mal là qu'on décroche. C'est là qu'on commence à fumer du pot. C'est là qu'on commence à s'enfarger. Conférences anti-décrochage, anti-toxicomanie, peut-être l'université si je pourrais avoir la chance. Sinon, un diplôme en mécanique industrielle. Je n'ai pas ça non plus. Mes enfants vont être fiers de moi. Puis ma mère aussi. Ma mère est décédée. Ma mère était la tristement célèbre Monica Lamitraille. C'est pas vrai. Eh oui. Ah ben. Fait que c'est ce que je vous dis, que j'ai pas eu de parents quand j'étais jeune. Ma mère est décédée, j'avais 18 mois. Mon père était déjà parti pour le pénitencier pour 20 années. Il avait pas 15 ans qu'il a pogné. Mon père a passé sa vie au pénitencier. J'essaye de briser le cycle. Vous savez, les enfants qui pour sont mes ici. enfants. Parce que là, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'héritage donné, criminel notoire. Puis c'est justement pour essayer de sortir mes enfants de ce cycle-là, pour essayer de briser la chaîne. Parce que, vous savez, c'est pratiquement ancestral, là, l'affaire. Là. C'est criminel de père en fils. Pareil comme tantôt, je disais la monarchie dictatoriale. Pourquoi je dis monarchie? Bon, on a eu les Bush, l'autre bord. Là, ici, on a les Trudeau qui s'en viennent. Monarchie. Puis là, on parle dictatorial. Pourquoi? Hey, Trudeau est allé dire « J'admire la Chine pour son régime de dictature. » Notre futur premier ministre. Une petite question pour vous. Je ne sais pas si vous allez rappeler de ça. Ceux qui y ont cru sont des imbéciles. Parole célèbre d'un politicien québécois. Pas québécois, canadien plutôt. T'es Trudeau? Non.
Chrétien, quand il s'est fait demander quand est-ce que vous allez enlever votre TPQ, votre Ah oui, TVQ, tous ceux qui ont cru sont des imbéciles. Il était à son dernier mandat. Il s'en colissait du bien du peuple. Ça aurait pu... Ça aurait pu être Mulroney aussi. Quand il a signé l'ALENA, tu vois, pendant les élections, il disait jamais « Read my lips, on signera pas ça ». Puis après ça, ils ont signé. Ben oui, ben oui. Ceux qui ont cru sont des imbéciles. Ceux qui ont cru sont des imbéciles. Bon, ben OK, monsieur. Eh bien, bonjour, M. Barrière-Jean. Bonjour. Mon nom, c'est Grégory. On m'appelle Greg le Magnifique. Rien de moins. Mais devant un professeur, je vais plutôt dire le Maléfique. Alors, enchanté que vous venez nous rencontrer ici. Ça me fait bien plaisir. Donc, moi, mon histoire est assez simple. Donc, moi, je suis à Bordeaux, malheureusement. J'ai fait des affaires. Aujourd'hui, je dois en payer le prix, mais j'en profite pour pouvoir finir mon secondaire 5. Il m'en reste plus gros, puis pour 2 objectifs que je veux faire ça. La première, c'est que j'ai des enfants. Puis en tant que père, on dit qu'il faut donner l'exemple à nos enfants. Donc, en achevant mon secondaire 5, ça va motiver, surtout la plus grande qui, elle, est en secondaire 2, à l'achever. T'sais, si mon père l'a fait, je suis capable. Donc, ça va être déjà. Puis le deuxième, c'est pour pouvoir me montrer à moi-même que je suis capable de faire autre chose que ce que je sais pas trop bien faire, malheureusement, qui est la criminalité. C'est pour ça que je suis ici. Donc, il y a déjà ça. Puis en même temps aussi, je me dis que, la vie est jamais trop facile. Puis que c'est avec les échecs qu'on avance, puis tout ça. Donc là, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'étais supposé d'être à mon examen. Mais étant donné que je suis tellement honoré de vous rencontrer, donc je me suis dit que je ne pouvais pas manquer. Une rencontre comme ça arrive une fois dans une vie, alors que l'examen peut être repris. Alors c'est pour ça que j'ai préféré venir vous le donner. Puis en même temps, je me dis que là, les professeurs, le problème que j'ai, c'est que le dernier examen que j'ai passé, c'était mathématiques, la prof n'était pas quelqu'un vraiment... Elle n'a pas été capable de m'inculquer les matières, de me faire comprendre ce que je n'étais pas capable de comprendre. Des fois, il y en a du monde qui ont la facilité d'apprendre. Et il y en a d'autres, mais ça prend un peu plus de temps. Donc, c'est seul, dans ma cellule, avec le livre. J'ai travaillé, je me suis avancé, puis j'ai fini par me faire aller les méninges. Puis j'ai trouvé le comment qui a fait en sorte que parce que plusieurs fois, il m'a dit... Non, tu es pas prêt. Non, tu ne l'auras pas. Non, tu n'es pas capable. Puis j'ai fini par lui dire, regarde, je suis pas un mathématicien. Je suis un prisonnier qui aspire à finir. Donc, mon but, c'est, regarde, je vais avoir 60. Si ça me fait mon affaire, c'est ça l'important. J'ai dit, regarde, à partir du moment où je vais être face au problème, je vais pouvoir me débrouiller, tu sais. Et comme de fait, j'ai eu 97%. Donc... Puis, tu sais, c'est quand même une fierté, puis ce qui me permet encore plus d'avancer. Mais par-dessus tout, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça prend pour être un bon élève et encore plus pour être un bon professeur? Parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui l'a. D'abord, je tiens à dire que c'est extrêmement courageux et admirable de faire son secondaire 5 dans les conditions dans lesquelles vous le faites en ce moment. C'est déjà pas facile de faire un secondaire 5. De le faire dans ces circonstances-là et dans ces difficultés-là, c'est vraiment admirable. Alors, bravo pour ça. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon prof? On se pose la question en éducation depuis très longtemps. Du point de vue des élèves, je pense pas me tromper beaucoup en disant qu'un bon prof, c'est d'abord quelqu'un qui met en confiance. Il met en confiance parce qu'il connaît sa matière. Et là, la personne n'a pas de doute qu'elle peut s'en remettre à lui. Parce que, tu sais, dans l'enseignement, il y a une relation d'autorité aussi qui est vécue là-dedans. Et cette relation-là est plus facile si la personne qui apprend a confiance que la personne qui lui enseigne est vraiment compétente. Tu sais, il n'y a rien de plus triste que de découvrir que son prof est incompétent dans son domaine ou fait des erreurs. Un prof de français qui écrit au tableau qui fait des fautes, c'est pathétique. Un prof de maths qui fait des erreurs en résolvant une équation, c'est pathétique aussi. Donc, il y a ça, quelqu'un qui connaît bien sa matière. Mais je pense que c'est pas la seule chose. Je vais te parler, moi, d'expérience. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec mes étudiants, puis beaucoup de succès, tu sais. Mais il y avait dans ça, évidemment, une question de compétence, tu connais ta matière, mais il y a aussi une relation affective qu'on a ensemble, puis ça se construit beaucoup autour de l'amour du sujet qu'on enseigne, tu comprends? Alors, moi, ce que j'enseigne, j'en suis fou, tu comprends? C'est ma vie, j'adore ça. Puis je pense que les étudiants, les élèves, ils sentent quand quelqu'un leur parle d'un sujet qu'ils l'aiment passionnément. Alors, être compétent, c'est une chose, mais en plus de ça, d'aimer la matière qu'on enseigne, puis d'essayer de transmettre cette passion-là aux gens, les gens la ressentent, hein? Je sais pas si
si tu es d'accord avec moi. Quelqu'un t'enseigne, puis tu parles de... Moi, je parle de philosophie à mes étudiants, puis je sais pas si tu devines, hein, mais c'est pas le sujet que les gens préfèrent d'emblée, la philo. Non, ça dépend, bien sûr, il y en a qui adorent ça, mais il y en a aussi qui disent, bon, c'est... Mais quand ils sentent que quelqu'un qui leur enseigne ça connaît ce sujet-là, mais l'aime beaucoup, ça aide énormément dans cette relation-là. Puis, à un moment donné, très vite, la relation, elle devient un peu affective entre un étudiant et un élève ou des élèves. C'est une relation construite autour de l'amour d'un sujet, de l'amour de certaines questions qui sont posées. Puis, dans les choses que vous avez dites, il y a une chose qui m'a frappé. Vous avez dit, je l'ai appris moi-même. J'ai été obligé de prendre mes livres, d'aller... Ultimement, c'est toujours comme ça, par exemple. Même si tu as le meilleur prof au monde, le plus passionné, le plus compétent, lui, il va être la voie qui t'amène vers ce qu'il veut que tu apprennes, ce qu'il faut connaître, les mathématiques, la physique, ou peu importe. Mais ultimement, c'est toujours toi qui apprends. C'est toujours toi qui vas faire cette démarche-là. Alors, le prof, en quelque part, c'est aussi quelqu'un qui te fait découvrir cet univers-là, te montre la passion qu'il a pour lui, puis te montre que ça peut être passionnant. Puis il vient un moment où c'est à l'élève ou à l'étudiant de jouer lui-même, puis de faire cette démarche-là tout seul. Tu comprends? Le prof a réussi quand il a donné le goût à l'étudiant. Tu comprends? Ah, c'est ça. Non, mais pour l'instant, moi, vous dire sincèrement, le goût vient de plus de moi parce que, tu sais, quand même, je me fixe aussi l'objectif de me rendre à l'université. Ouais. Puis je sais que presque malheureusement, tout le monde qui est dans ce milieu carcéral-là ont toutes des... Parce que ça prend quand même un certain background pour pouvoir aller. Donc, puis sans toxicomanie. Puis je me dis qu'avec l'expérience que j'ai, ben, je pourrais changer la vie de certaines personnes. Puis, tu sais, j'ai quand même ça. Il y a du monde qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi. Puis il faut pas voir l'université comme un milieu hautain, inaccessible, ainsi de suite. Tu comprends? C'est-à-dire que quand on est dans certaines familles, dans certains milieux familiaux, ça va presque de soi qu'on va aller à l'université. Quand on est dans des milieux où les gens n'ont pas fréquenté l'université, c'est une autre histoire, c'est une autre paire de manches. Mais là-dessus, il y a des barrières qu'on se met soi-même dans la tête là-dessus. On se met des barrières en se disant c'est pas pour moi, ou je connais pas ça, ou je sais pas ce que c'est. Évidemment, c'est un milieu inconnu, peut-être pour quelqu'un comme toi, c'est l'université. Mais c'est un milieu accessible, c'est un milieu où tu peux aller, c'est un milieu où tu peux réussir. Puis moi, je t'encourage fortement à poursuivre tes rêves, parce que c'est des beaux rêves, des rêves importants. Puis tu parles de travail en toxicomanie, probablement que c'est certainement quelque chose qui pourrait être très utile pour beaucoup de gens. Tu peux changer des vies. Alors, lâche pas. Eh bien, merci beaucoup. Salut, camarade. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour. Moi, c'est M. Marseille. Salut, M. Marseille. Moi, mon cheminement éducatif, c'est un petit peu particulier. Moi, quand j'étais à peu près 14-15 ans, mes parents ont trouvé que je commençais à aller de la ligne de la droiture, comme on dit, là. Je commençais à la dévier un petit peu. Mais mes parents ont jugé bon de m'envoyer en Haïti pour que j'aille dans le droit chemin, on va dire. Mais arrivé là-bas, je vais vous dire franchement, c'était pas pareil qu'ici. Quand j'ai remarqué qu'il y a deux choses qui m'ont marqué. Un, on me disait que je savais pas parler français. Ça, j'ai trouvé ça comme bizarre. Moi, j'arrive de Montréal, Canada, toi, t'es en Haïti. Le prof, il me dit, ils comprennent rien de ce que je parle, de ce que je dis. Je suis obligé d'aller vraiment lentement parce que, nous, les Français, au Québec, on avale les mots. Là. Oh, oui. So, ils comprenaient pas trop. Puis le deuxième affaire qui m'a vraiment frappé, c'est la façon comme ils éduquent les enfants là-bas. Parce que moi, j'arrive de Canada, j'étais habitué à des punitions normales, fais une copie, on va te donner une retenue. Mais là-bas, c'était pas pareil pour tout. Là-bas, c'est coup d'iguaze, comme il disait, coup de je t'aime. Je connais pas mon affaire, wow. Mais moi, tu sais, je suis Canadien, moi, il n'y a pas d'affaire de ça. L'ambassade, oubliez, ambassade! Elle me touchait pas. C'est ça va venir à ma question. Comment construire une société avec des élèves qui prennent des coups de bâton puis des coups de rigoise, comme qu'ils disent là-bas? Comment qu'on peut s'en sortir? Comment que le pays peut se sortir de tout ça? Hein? J'ai dit tantôt que j'avais été élevé en Afrique. Oui. Mais en Afrique, on vivait la même chose. Hein? C'est-à-dire qu'il y avait aussi ce type de rapport-là avec les enfants en Afrique à cette époque-là. Puis je dois dire aussi que les Français
qu'on côtoyait en Afrique à l'époque avaient pour beaucoup d'entre eux, avaient ce type de rapport-là extrêmement autoritaire avec les enfants. Ah, les Blancs aussi? Oui, les Blancs aussi. Puis ça date des années 60. Hein. Moi, en Afrique, écoute, je suis presque gêné de le raconter, là, mais j'avais un professeur français, un instituteur français, qui giflait les enfants en classe. Tu sais. Tu comprends? Alors, 6 x 6, la réponse c'est 36. Si tu disais 34, tu avais 2 baffes. Et ça, c'est un Blanc, ça. Hein? C'est un Français. Il était relativement jeune. Puis ça, c'est les années 60. Tu sais. Donc, je pense que collectivement, en France, au Québec, à l'époque, aussi dans les années 60, il y a probablement beaucoup de gens qui vont te témoigner, tu sais, que les professeurs donnaient des coups aux élèves encore dans les années 60. Hein? La gifle, c'est encore utilisé. Puis bon, on a fait beaucoup de chemin là-dessus depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années. Tu sais. Ça, c'est un chemin qui a été fait, je pense, parce que les gens ont pris conscience que c'est pas justifiable, cette forme d'autorité-là. Hein? C'est un thème dont on a discuté tout à l'heure avec un autre camarade. Là. Le pouvoir, il doit justifier. L'autorité doit justifier. Puis là, on a pris conscience que l'autorité, de cette manière-là, envers les enfants, est injustifiable. Tu sais, les coups sont injustifiables. Ça, c'est une prise de conscience qu'il va falloir qu'on fasse tous. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes d'autorité légitimes avec les enfants. Tu sais, moi, Chomsky, que je citais tantôt, la première fois que je l'avais interrogé, il m'avait dit, si je prends mon petit-fils de 4 ans, j'y retiens la main pour pas qu'il traverse la rue parce qu'il y a un camion qui s'en vient, c'est une forme d'autorité, mais justifiable, cette forme d'autorité-là. Alors là, on doit décider, tu sais, quelles formes d'autorité sont justifiables et avec les enfants pour lesquels on a besoin d'utiliser l'autorité. En éducation, je fais lire à mes élèves un philosophe. C'est bien important. Là. C'est juste un nom pour toi, mais c'est pas grave. Il s'appelle Kant. Je vais au moins citer son nom. Ouais. Kant, tu sais, puis il disait qu'il y a un paradoxe en éducation. C'est que on doit user d'autorité en éducation, puis le but, c'est de faire quelqu'un de libre. Fait que là, on a comme un moyen qui contredit la fin. Tu comprends? Tu vois le paradoxe, hein, la difficulté on va être obligé d'utiliser de l'autorité. On veut faire quelqu'un de libre avec l'autorité. Comment faire quelqu'un de libre en utilisant l'autorité? Fichu de problème. Mais une chose certaine, c'est que les coups sont devenus indéfendables avec raison. On a compris ça. Quelle forme d'autorité il faut utiliser, par contre? Parce qu'on a besoin d'en utiliser. Lesquelles? Fichu de questions, fichu de bonnes questions. Un anarchiste que je lis beaucoup puis que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bakounine, définissait l'éducation comme ça. Il dit l'éducation, c'est l'abolition progressive de l'autorité sur l'autel de la liberté. C'est une belle formule, hein? Mais ça veut dire que progressivement, on va apprendre à plus avoir besoin d'utiliser l'autorité. Mais laquelle, comment? La question est vaste, complexe et difficile. Il n'y a pas de réponse simple à ça, à cette question-là. Moi, je suis parent, j'ai élevé des enfants. Alors, ce que j'ai essayé de faire avec mes enfants, honnêtement, là, c'est d'utiliser jamais de coups. Ça, c'est indéfendable. Ensuite, l'autorité, quand j'en use, c'est parce que c'est nécessaire. Et je m'étais toujours fait à moi-même une promesse, ma compagne, on se faisait la même promesse, que quand on utilise l'autorité envers notre enfant, si c'est une justification qu'on peut lui donner tout de suite parce qu'elle va le comprendre, on lui donnait. Sinon, on s'engageait moralement à la justifier plus tard. Tu comprends? Et ça, il y a peut-être une piste là-dessus. Il faut que tu sentes que c'est quelque chose qui doit être justifié. Tu comprends? Et si la justification ne peut pas être donnée tout de suite, tu as l'obligation morale la justifier plus tard, quand tu regardes la comprendre. Parce qu'évidemment, à 2 ans, tu ne peux pas justifier tout ça. Mais à 7-8 ans, tu peux déjà commencer à justifier des choses. Puis il y a celles que tu ne peux pas justifier. Tu t'engages envers toi-même, moralement, à justifier cette autorité-là. C'est une réponse un peu abstraite que je te donne, mais c'est la meilleure que je peux donner. Ouais, je la trouve bonne. OK. Merci beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir, Marseille. Bonjour, M. Barjon. Bonjour, mon cher. Moi, je m'appelle Émile. Salut, Émile. Moi, mon expérience à moi, c'est comme M. Marseille, mais complètement à l'envers. De l'âge de 8 ans, je suis passé du jour au lendemain d'une école haïtienne à une école québécoise, sans passer par aucune classe d'accueil, aucune transition. Résultat, je suis devenu complètement confus. C'est comme si que j'étais passé d'une planète à une autre. Dans mon français, à moi, il y avait plus de créole que de français. Au secondaire 1, j'ai complètement perdu le goût d'aller à l'école. J'ai pris le chemin de la rue. Puis aujourd'hui, je voudrais pas faire les mêmes erreurs que mes parents ont faites avec moi, avec mes enfants. Je voudrais pas faire les mêmes erreurs. Puis c'est pas à l'école que j'en veux aujourd'hui.
C'est à vous, M. Baillargeon. Pourquoi vous n'êtes pas venu en Haïti? Ce que tu as vécu, je l'ai vécu un peu aussi. Parce que, tu te rappelles, je disais, j'ai passé mon enfance en Afrique. Quand je suis revenu au Québec, moi, j'étais à ce moment-là en secondaire 3 ou 4, tu vois. Et puis, j'étais dans le système d'éducation africain. C'est français, mais implanté en Afrique, avec des Africains, très peu de Blancs, presque pas. Puis c'était une école, je ne sais pas comment c'était en Haïti, mais l'école des Africains, là, dans les années 60, là, était très stricte, tu comprends? C'est une école très, très stricte. Oui. Et puis pour beaucoup de mes camarades africains, j'en ai revu après, l'école apparaissait comme le salut. Okay. C'était par là qu'on allait s'en sauver. Alors, ils étaient extrêmement studieux, mes amis. Ils étaient très studieux, très attachés à l'école. Et l'école était très rigoureuse. Quand je suis revenu au Québec, j'ai eu un peu un choc culturel, moi aussi, qui était de découvrir une école que je trouvais très laxiste. Okay. Je trouvais que c'était une école où on travaillait pas très fort. Puis il y avait des choses que je voyais. Je pense que ça va t'intéresser d'entendre ça. Moi, quand j'étais en Afrique, dans les années 60, là, nous, on était des Blancs là, de la place, donc on avait une maison avec de l'électricité. Mais beaucoup de mes amis avec qui j'allais à l'école autour, là, ils avaient des maisons, il n'y avait pas d'électricité. Même pas d'électricité chez eux. Alors, je voyais mes camarades, des fois, aller étudier sous le lampadaire qu'il y avait sur la rue. C'est là qu'on pouvait lire, tu comprends? Mais quand je suis revenu au Québec, j'ai vu dans des écoles, la première école que j'ai fréquentée en venant au Québec, il y avait des intercoms dans la classe. Puis il y avait des gens qui avaient arraché les intercoms ou qui volaient des livres. Alors, ça m'apparaissait complètement... Je repensais à mes amis africains, là. C'était, pour eux, c'était tellement précieux, une école, l'électricité, les livres qui étaient rares. Alors, je voyais ça m'a provoqué, moi aussi, un choc. Mais je te relancerai en te demandant, qu'est-ce qui aurait fait que tu serais resté à l'école, ou que l'école t'aurait attaché, ou t'aurait attiré, ou que... C'est comme que je te dis, les dernières phrases, c'est comme, comment je peux dire ça, c'est pas à l'école que j'en veux, c'est parce que moi, j'ai pas vraiment eu une bonne encadrement. J'ai pas vraiment eu des parents qui étaient là comme... qui me donnaient des valeurs, qui me donnaient comme si voici qu'est-ce qui est bon, voici qu'est-ce qui est pas bon. Okay. Les autres, qu'est-ce qu'ils voulaient? Là, c'est comme ça pour toute comme culture ethnique, on va dire. Les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que dès l'âge que t'es un enfant, c'est que dès que tu grandis, ils veulent que oui, t'aies ton secondaire 5, et t'es au cégep, et tu deviens un avocat, tu deviens, comment je pourrais dire, un juge, un médecin. Mais c'est pas comme si ils te laissent le choix d'avoir tes propres rêves. Ils te laissent le choix de t'épanouir. Tu comprends? T'es allé à l'école pour réaliser les ambitions de tes parents. Exactement. Pas les tiennes. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre drame aussi, ça, dans le parcours scolaire des gens. Il y a des fois où la famille connaît pas les possibilités d'un parcours scolaire. On voit ça des fois, des parents qui n'ont pas été à l'université, par exemple, qui ont très peu été à l'école. Exactement. Ils voient pas bien que l'école peut déboucher sur des parcours. J'ai un exemple tout près de moi, la femme avec laquelle je vis, là, puis la mère de mes enfants, là, sa grande passion dans la vie, c'est les mathématiques. Tu vois? Bon. Et puis c'est ça qu'elle aurait aimé faire. Elle vient d'un milieu familial où personne n'allait à l'université. Alors, quand est venu le temps pour elle, la plus jeune, d'aller à l'université, c'est la seule qui avait été, elle s'est dit, je vais aller en comptabilité, parce qu'en comptabilité, on va avoir une job, on se sert des maths. Mais je ne sais pas si tu sais, mais on ne fait pas de maths en comptabilité, non, c'est zéro. Et si elle était née dans une famille où les gens savaient toutes ces choses-là, elle aurait étudié en mathématiques. Okay. Mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle a poursuivi les rêves de la famille, un peu comme les tiens, tu comprends? Les rêves qu'on pouvait avoir. Ça, je trouve ça déplorable aussi. Mais je pense qu'on devrait avoir dans le système scolaire des vrais orienteurs. Exactement. Ou des gens capables d'ouvrir des avenues à des gens comme toi ou comme elle. Il faut dire aussi qu'avec la culture que nos parents ils ont eue puis qu'ils ont aussi, c'est que les autres, en s'en venant ici, c'est plus pour s'échapper à d'autres choses. C'est pas vraiment pour, comment je peux dire, pour nous aider à s'épanouir, comme que je vous ai dit. C'est plus pour s'évader eux-mêmes dans leur propre misère qui viennent ici. Mais en venant ici, ils amènent aussi leur culture. Ils ne laissent pas en arrière. Et certainement aussi que les parents, la plupart des parents, les tiens, je ne connais pas en particulier, mais la plupart des parents prennent les décisions les meilleures avec l'information dont ils disposent. Tu comprends? C'est ce qu'ils pensent. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils pensent. Exactement. Et pour la plupart de ces parents-là, je pense, ils prennent les meilleures décisions compte tenu de l'information dont ils disposent. D'après eux. C'est ça, exactement. Ils n'ont pas toute l'information. Exactement. Parce que, tu sais, c'est comme, moi, je veux dire à mes parents, regarde, ça se fait pas comme ça, c'est pas comme ça se fait. Ils vont dire non, c'est comme ça se fait.
Mais quelqu'un va venir, on va dire, un blanc va venir à la maison, il va dire, oh, c'est comme ça se fait. Et les autres vont dire, t'as entendu blanc, c'est comme ça se fait, c'est comme ça se fait. Même si le blanc, même s'il est en tort, pour les autres, il est pas en tort. Même si c'est Stephen Harper. Même si c'est Stephen Harper. Ils vont venir, ils vont dire, Stephen Harper va dire, c'est comme ça se fait. Ils vont dire, oui, c'est ça, t'as entendu le blanc, Stephen Harper a parlé, c'est comme ça que tu dois le faire. Mais pour finir, c'est ça qu'on appelle un argument d'autorité. Hein. C'est un mauvais argument. Ça. Exactement. puis pour finir, moi, j'ai une question un peu personnelle que depuis tout à l'heure, je vois que le monde, il vient, il pense pas à te le poser. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends que tu as été en Afrique, tu as étudié là-bas. Je veux savoir, est-ce que tu sais parler africain? Écoute, quand je suis revenu au Québec, en Afrique, on parle un très, très grand nombre de langues. Maintenant, je ne l'ai plus, là, mais quand je suis revenu au Québec, je comprenais encore assez bien le Wolof. La langue du Sénégal. OK. Nangadef, Mangeferek. Je sais pas c'est quoi, c'est haïtien. Il y a quelqu'un dans le Sénégal est avec nous. Saint-Louis du Sénégal. Fait que faut dire que c'était plus une expérience enrichie pour vous. Oui, c'était une expérience très enrichissante pour moi. Puis c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Tu sais, tantôt, je le disais, c'est de découvrir le racisme. Tu sais, les enfants, encore une fois, les enfants ne sont pas racistes. Moi, j'étais avec mes amis noirs, etc., puis il n'y avait pas de racisme entre nous. Mais de le voir autour, ça m'a beaucoup marqué. Ça, je suis un antiraciste forcené. Puis quand vous êtes venu ici, c'est quoi le choc que ça vous a fait en voyant? Bien, il y a eu plusieurs chocs. Comme je te disais, je trouvais le système d'éducation laxiste au Québec. Hein, je venais d'un milieu où on avait un tel respect pour l'école, l'éducation, le savoir, les livres, tout ça. Arrivé d'un milieu où je sentais que tout ça était donné dans une grande abondance, puis on n'avait même pas beaucoup de respect pour ça. Ça m'a beaucoup frappé. Une autre chose, c'est un détail, mais je me suis jamais habitué à l'hiver. Ça aussi. Je comprends. Puis moi, j'ai eu une espèce de petit choc culturel aussi en arrivant ici, parce que je sais pas comment en Afrique, la famille est très importante, les amis, il y a une espèce de douceur de vivre qu'enfant j'avais connue, puis je retrouvais pas ça ici. Je trouvais que ça allait très vite ici. Exactement. La vitesse, me semblait. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Là-bas, c'est pas le même rapport au temps, tu comprends? Ouais. Alors, mais le monde prend leur temps là-bas. Oui, il y a plus le temps n'est pas le même en Afrique qu'ici. Alors ça m'avait beaucoup frappé. Moi, il a même fallu que je m'habitue au Québec. Tu sais. Exactement. Puis il y a un humoriste québécois qui s'appelle Yvon Deschamps, je ne sais pas si tu connais, c'est un très grand monsieur. Oui. Quand je suis revenu au Québec, j'avais 13 ans. Écoute, la famille canadienne qui nous a remplacés, là, l'autre bord, est arrivée. Il y avait un garçon de mon âge, un Canadien. Il est arrivé avec un disque de Robert Charlebois. Okay. Il a mis ça. Moi, j'étais convaincu que Charlebois chantait en anglais. Je comprenais pas ce qu'il racontait. Je comprenais pas ce qu'il racontait. Je parlais pas québécois comme un Québécois. Fait que quand je suis arrivé ici, il a fallu que je m'habitue à l'accent, tout ça. Puis à ce nouveau monde que je connaissais pas. Puis là, j'ai écouté Yvon Deschamps. Puis Yvon Deschamps, c'est quelqu'un qui... Il y a 2 ans, j'ai participé à une émission de télé pour lui rendre hommage. C'est moi qui ne vais jamais à la télé ou presque. Ça, j'avais accepté de le faire pour lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui m'a ouvert les portes du Québec. Ça me l'avait fait comprendre. Un humoriste, Yvon Deschamps. Puis pour finir, on peut-tu faire une pétition pour que... Comment tu puisses instruire des professeurs en Haïti puis tout ça? J'ai 2 bons amis haïtiens avec lesquels je travaille des fois sur des projets, notamment un là, pour Haïti, c'est Rodney Saint-Éloi, l'éditeur Rodney Saint-Éloi. Là, avec... Ça, je vais te faire une confidence, une vraie confidence. À nous, là. Ouais, vous entendez? Il nous fait une confidence, les gars. Venez vos oreilles, là. mon papa est décédé, tu comprends? Puis on va prendre des sous pour faire des dons de livres en Haïti puis en Afrique, tu comprends? Et c'est René qui va s'occuper de ça. Oh. Voilà. Fait que... Moi, je vais vous laisser sur ces mots-là. Je suis très content aujourd'hui de vous avoir rencontré par rapport... Après d'avoir vu le reportage à Tout le monde en parle. Puis je vais pas vous mentir, en vous écoutant, j'ai quand même appris beaucoup aujourd'hui. Vous comprenez? C'est comme déjà que mon niveau de scolarité n'est pas très haut non plus. Fait qu'il y a des mots que vous avez dit aujourd'hui, je comprenais pas c'était quoi. Mais en vous écoutant, j'ai appris que vraiment, l'école, c'est quelque chose qu'on a besoin dans la vie. Tu comprends? C'est pas juste pour nous, c'est aussi pour nos enfants, nos arrières, et aussi pour le futur qui s'en vient. Parce que sans éducation, on n'est plus rien. Touché, mon cher. Monsieur Bayarjon. Bonjour. Moi, je m'appelle Walid. Je
suis d'origine tunisienne. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous raconter mon vécu presque comme la même affaire que les autres entre deux pays, la Tunisie puis le Canada. Parce que moi, je suis né ici, puis je suis allé en Tunisie à l'âge de 5 ans. J'ai appris la culture, la langue, la religion. J'ai fait mes études là-bas. Après, je suis revenu ici à l'âge comme de 12 ans. Puis c'est ça, comme j'ai fait une année. J'ai fait comme une année en secondaire. Puis là, je suis retourné en Tunisie. Fait que j'ai fini mes études là-bas. Puis j'ai fait un DEP en plomberie. Puis comme après, je suis revenu ici à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à faire encore comme 2 études. Puis après, j'ai arrêté. Mais là, après, je suis allé dans une compagnie, mais on m'a pas accepté parce qu'on m'a dit que le diplôme que j'avais n'était pas reconnaissable. Fait que là, j'ai arrêté, j'ai abandonné. J'ai commencé à travailler normal. Aujourd'hui, je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé comme en Tunisie. Parce que moi, mon vécu, je l'ai eu plus en Tunisie. Puis je sais pas si vous connaissez le président Ben Ali, puis l'histoire de la Tunisie. Monsieur Salim Bouzidi, un seul homme qui est non instruit, non diplômé, qui a réussi à faire changer toute la Tunisie à cause de tous ces crimes qui se sont passés, puis tout le vol, puis tout le peuple innocent qui s'est fait tuer. Puis c'est ça, j'ai une bonne question aussi à vous poser dessus. Je sais pas, qu'est-ce qui s'apprend pour changer le monde? Une éducation ou une révolution? Ce que ça prend, il n'y a pas de recette, hein, évidemment, mais premièrement, il faut que les gens prennent conscience que les choses ne vont pas dans le monde. Hein. En ce moment, au Québec, il y a des gens qui sont conscients que ça ne va pas, mais il y a aussi beaucoup de gens qu'il faut convaincre puis auxquels il faut expliquer que les choses ne vont pas. Je pense que ça prend aussi pour changer le monde, c'est quelque chose de désirable à apporter, tu comprends? Si on dit juste, en ce moment au Québec, par exemple, restons au cas du Québec, là, si on fait juste dire on refuse telle ou telle politique, on refuse telle ou telle chose, mais qu'on n'a rien de positif à proposer, aucun programme intéressant à mettre de l'avant, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de gens qui vont être attirés par ce qu'on veut proposer. Donc, puis je pense qu'en ce moment, là, en Occident notamment, là, ça manque beaucoup, ça. Ça manque beaucoup des alternatives attrayantes à proposer. C'est comme si on n'avait plus d'idées. C'est comme si on manquait d'idées pour s'adresser aux gens. Beaucoup de gens en ce moment au Québec sans doute bien que ça ne va pas, c'est que le monde est brisé, que les institutions économiques sont cassées, qu'il y a de l'exploitation économique partout, qu'il y a une destruction de l'environnement qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, qu'il y a des guerres puis des conflits partout en Tunisie, dans de nombreux autres pays. Tout ça, ça rend une situation déplorable aux yeux de beaucoup de gens. Mais peu de gens ont des alternatives crédibles et attirantes à proposer. C'est de ce point de vue-là, il y a un travail d'imagination qui nous manque. Il nous manque de poètes de ce point de vue-là. Il nous manque d'écrivains. Il nous manque de gens qui ont la capacité de nous montrer qu'un avenir différent est possible, est souhaitable, est atteignable. Ça, je pense que ça manque beaucoup dans notre perspective de changer le monde. Parce que des hommes comme vous, là, comme en Tunisie, là, comme dans le temps du président, là, ils seraient déjà en prison, puis une sentence à vie, peut-être. C'est exact. Il y avait trop de dictature, trop de... Les situations ne sont pas comparables dans un pays où il y a une vraie démocratie, dans un pays où il y a une relative démocratie. Est-ce qu'il faut une éducation et une révolution? Là, je pense que l'éducation est nécessaire pour comprendre le monde dans lequel on vit, pour comprendre d'où on vient, où on va. Je pense que l'éducation est souhaitable. Hein. Il arrive aussi des fois, par contre, que des gens peu éduqués, ou dans des pays où il y a peu d'éducation, les gens se révoltent aussi. Justement, ça s'est vu également. C'est une personne qui était... Oui, c'est ça s'est vu, ça aussi. Hein. Il faut pas non plus confondre... éducation et compréhension du monde. Il y a des fois des gens qui n'ont pas d'éducation formelle, par exemple, qui n'ont pas été à l'école très, très longtemps, mais qui ont acquis beaucoup d'éducation par leur lecture, par les groupes dans lesquels ils font partie. Ça, c'est une autre chose dans le changement social, je trouve, qui est importante. Je trouve qu'on vit dans un monde où souvent, même quand les gens sont conscients que quelque chose ne va pas, ils sont tellement isolés, tu comprends? Tellement les uns isolés des autres, jamais regroupés, qu'ils ont de la difficulté à apprendre les uns des autres puis à se convaincre qu'ils peuvent changer des choses. Ça. Puis je pense qu'au Québec, on est rendu là. Au Québec,
Contrairement à d'autres pays où des changements ont eu lieu, là, au Québec, les gens sont très, très isolés maintenant. Les gens n'ont pas de lieu communautaire où se regrouper beaucoup. Les gens n'ont pas beaucoup d'occasions d'échanger entre eux puis d'apprendre entre eux. Et de ce point de vue-là, je pense que ça, c'est une des choses qui manque pour faire du changement social. Je ne sais pas comment ça s'est fait en Tunisie. Là. Ça a sûrement été préparé par beaucoup d'années de discussions, de débats. Non, parce qu'en Tunisie, au début, il y avait comme trop de dictature. Fait que nous, dans le temps en Tunisie, dans le temps du président, on ne pouvait même pas aller sur Facebook, sur YouTube. Ah oui, on n'avait pas Internet. Il fallait que tu sois un hacker qui pouvait accéder, sinon tu ne vas jamais entrer. Une chose qui se produit aussi, c'est que dans un système dictatorial comme ça, le pouvoir il est très visible. Fait que les gens sont conscients que le pouvoir est présent, il est là, puis voici les actions qu'il fait, puis voici ce qui nous empêche de faire, voici ce qui nous oblige à faire, ou ainsi de suite. Dans un pays comme le nôtre, le pouvoir il est beaucoup plus invisible, tu comprends? Le pouvoir il est beaucoup plus dans la tête des gens, il est beaucoup plus dans les idées qui sont diffusées, beaucoup plus dans les idées que les gens ont admis ou ont acquis, tu comprends? Le pouvoir il est beaucoup moins visible, beaucoup plus invisible de ce point de vue-là dans un pays comme le nôtre. C'est plus difficile de ce point de vue-là de le pointer du doigt, tu comprends? Ouais, parce il est plus insidieux. Ouais. Si vous voyez même dans le monde, là, si vous remarquez, là, c'est comme un signe là, qui s'annonce tellement qu'il y en a trop de changements de climat. Le climat dont tu viens de parler, là, c'est une chose qui devrait nous préoccuper tous au plus haut point. Hein. Les nouvelles sont vraiment pas excellentes. Hein. Puis tu vois, nous, on vit en ce moment dans des institutions économiques, là, notre façon de concevoir l'économie, la production, la consommation, tout ça. On a de très bonnes raisons de penser que ça contribue au changement climatique. Mais c'est comme on n'est même plus capable de voir que le pouvoir il est là en ce moment et que c'est ça qu'il faut changer. Tu comprends? D'abord parce qu'on ne le voit pas très bien. On pense que ça doit être comme ça. On doit regarder ces institutions économiques-là. Puis ensuite, quand les gens disent, bien, c'est peut-être ça qui contribue au réchauffement climatique, les gens nous demandent aussitôt qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Puis là, on n'a pas de réponse. On revient à ce que je te disais tout à l'heure, là, à savoir qu'on n'a pas d'alternative crédible, attrayante à proposer. Donc, il y a du travail à faire. Mais c'est quoi vous suggérez, vous, pour éviter tout ce... Moi, je l'ai dit, tout le monde en parle, hein, mais mes positions, en gros, sont anarcho-syndicalistes. Alors, je pense que les pouvoirs doivent être questionnés. Quand les pouvoirs ne peuvent pas se justifier, c'est bon de chercher à les abolir et les remplacer par autre chose. Puis je pense aussi qu'il devrait y avoir des lieux, dans l'histoire, on appelait ça des bourses du travail. Tu vois, te répondre, tu te rappelles ce que c'est un syndicat, hein? Ça regroupe des gens qui sont dans une profession. Mais ce que les anarcho-syndicalistes proposaient, c'est que les gens appartiennent à 2 regroupements. Le premier regroupement, c'était le regroupement du syndicat de leur profession. Par exemple, le syndicat des pompiers ou le syndicat de ce que tu voudras. Là. Les gens appartenaient au niveau national à ce syndicat-là. Mais ils appartenaient aussi au niveau local. Tous les ouvriers, tous les travailleurs, les travailleuses d'une même région, dans toutes les professions, appartenaient à la même bourse du travail. Puis cette bourse du travail-là, c'est un lieu dans lequel les gens se réunissaient, où on faisait de l'éducation populaire, des cours du soir, il y avait un musée, il y avait un groupe d'entraide, il y avait un groupe pour aider ceux qui sont au chômage, et ça préparait la société de demain. Tu vois. Et un lieu comme celui-là, ça pourrait s'appeler une bourse du travail ou autre chose, mais un lieu communautaire comme ça, là, voué à la défense des intérêts des ouvriers, et à la préparation d'une société différente, ça, je pense que ça serait quelque chose d'encore bien, bien utile aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses. Monsieur Baillargeon, moi je suis ravi de vous voir aujourd'hui parce que vous êtes une des personnes qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, puis qu'on en parle comme du bien, fait que ça me fait plaisir de rencontrer des personnes comme vous là, puis j'espère que ça va être encore mieux pour vous. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, mon cher. Merci de tes bonnes questions. Bonjour Normand. Salut mon cher. Je m'appelle Frost. C'est mon nom d'artiste. Pour d'autres raisons. Mais j'avoue que quand Mohamed m'a demandé de faire un témoignage devant vous, j'étais comme... Mais qu'est-ce que je pourrais dire à un si grand professeur qui parle si bien le français? Parce que, en effet, vous êtes devant un enfant de la loi 101. Bon, pour mes parents, s'ils avaient le choix, ils m'auraient jamais envoyé à l'école française. Mais là que je l'ai fait, je suis content de pouvoir vous parler en français. Puis ma mère est très contente que là, je peux m'exprimer en français aussi. Puis c'est une affaire que
j'utilise à chaque jour. Bon, je sais mon français, c'est pas le meilleur au monde, mais je peux me débrouiller quand même. Tu parles très bien. Ah, merci. J'essaye, non? Puis, même des fois, quand je fais de la musique, j'ai même été capable d'écrire certaines chansons en français, mais je l'ai pas amené avec moi présentement. Mais j'ai seulement fait mon de pré-maternelle à 6e année en français. Mon secondaire puis mon cégep, je l'ai fait en anglais. OK. Puis c'est ça, je veux juste savoir qu'est-ce que t'en penses sur la loi 101. Je pense que au Québec, quand la loi 101 a été passée, là, elle était nécessaire, cette loi-là, pour protéger le français au Québec. C'est en 1976, ça fait donc extrêmement longtemps que c'est arrivé, ça. Et puis, effectivement, il y a eu plusieurs générations depuis ce temps-là, d'enfants anglophones qui ont fréquenté l'école française jusqu'à fin du secondaire. Hein, au cégep, c'était Oui, ça dépendait parce que moi, mon père, il est arrivé à Montréal avant ça. Alors, il fallait juste qu'il signe une feuille puis j'étais capable d'aller... Il y avait différentes conditions. Si un frère ou une sœur fréquentait déjà l'école... J'étais chanceux, ça tombait que il fallait que je fasse mon primaire en français, mais parce que lui était au Canada avant un certain loi, je pense, c'était arrivant dans les... Loi 22, Bill 22, je pense. Quelque chose de même, oui. Alors, j'étais capable d'aller à un secondaire anglais. Donc, je pense que la loi était nécessaire quand elle a été passée. Là, elle a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire récente du Québec. Ceci dit, je trouve, pour moi, le métier que je fais, par exemple, à l'université, là, c'est précieux d'avoir à Montréal des universités francophones puis des universités anglophones. T'sais. De la même manière que parler 2 langues, tu le disais toi-même, tu t'en rends compte, c'est une chose souhaitable. Hein? C'est le fun d'être bilingue. On aimerait en parler 3, puis 4, puis 5. C'est ça, je dis tout le temps aux gars. Il y a l'enjeu politique, là, la loi 101 joue un rôle important. Ensuite, il y a la vie personnelle où on souhaite parler plusieurs langues. Puis Montréal, de ce point de vue-là, pour la vie intellectuelle, c'est très riche, Montréal. Hein, tu peux passer d'une université francophone, tu fais quelques stations de métro, tu arrives à une très grande université anglophone, et donc tu fréquentes les deux univers. On a l'avantage, les Québécois, d'avoir un pied dans la culture européenne, française en particulier, puis un pied dans la culture anglophone et puis américaine. Pour la vie des idées, c'est extrêmement précieux. Pour la vie artistique, probablement aussi. Montréal, s'il se fait un rap intéressant, il y a des bonnes chances que Montréal va être un lieu où ça va se faire, ça. Plus qu'en France. C'est une ville bilingue. Oui, c'est ça. Puis le bilinguisme, c'est plus qu'une question de simplement avoir contact avec 2 langues ou de parler 2 langues, c'est d'être imprégné de culture, tu comprends? Donc, un jeune qui s'intéresse je prends le rap, mais je connais pas grand-chose, mais probablement qu'il connaît bien ce qui se fait aux États-Unis, puis il y a une sensibilité par rapport à ça, puis il connaît bien aussi la musique francophone du Québec, peut-être même la musique... Tu sais, ça fait un mélange qui risque d'être explosif et intéressant. Tu deviens plus cultivé avec ça. Oui, c'est ça. Ouais. Puis ça enrichit la culture, voilà. Ah ben, merci beaucoup. Ça, c'était juste la seule question que j'avais demandé. Excellent, mon cher. Merci. Et tu parles très bien français. Tu parles français sans faute. Salut Normand, moi c'est Dave. Salut Dave. Ça va bien? Oui, toi aussi j'espère. Ouais, ça va, je suis content d'avoir quelqu'un d'intelligent avec qui parler. Puis grâce à Mohamed, j'ai lu ta lettre que tu as écrite pour Raif Badawi. Je trouve que c'est une bonne chose que du monde au Québec se soucie de ce qui se passe dans les autres pays parce que ça pourrait arriver ici aussi, puis ça serait bon que les autres pays se soucient de ce qui se passe ici. Ça m'a inspiré à écrire une chanson, ta lettre. Je vais te la chanter après. Mais j'aurais 2 ou 3 petites questions pour toi. Avec plaisir. La première, qu'est-ce que tu penses, vraiment honnêtement, qu'est-ce que tu penses de... Parce que tantôt, vous parliez de profilage. Qu'est-ce que tu penses de la charte que Pauline Marois voulait imposer? Je pense que c'est un débat qui a été bien malmené, ça, au Québec. Tu vois, je crois que, tu sais, tu te souviens peut-être, j'ai écrit un livre, Psycho d'autodéfense intellectuelle. Tu sais, c'était pour essayer d'avoir des débats les plus simples, les plus honnêtes possibles, puis pas employer des mauvais arguments quand on échange sur une question, tu sais. Tantôt, on avait un collègue qui disait l'argument d'autorité. Là, ses parents, là, Leblanc le dit, donc c'est vrai. Ça, c'est un argument d'autorité. C'est pas un bon argument. La plupart du temps, c'est pas un bon argument. Mais dans le débat sur la charte, on a eu beaucoup de ça, je trouve. C'est un enjeu réel, la charte. C'est quelle position on prend collectivement
sur la laïcité. Alors ça, c'est une question réelle et importante. Il y avait des positions raisonnables qui étaient défendues. En théorie, là, il y a une position qu'on peut appeler la laïcité républicaine, celle qui a été créée en France, disons. Puis une espèce de laïcité ouverte que beaucoup d'intellectuels québécois très importants là, défendent. Tu sais. Bon, ça, c'est deux positions. La charte est arrivée. Puis au lieu d'avoir ce vrai débat-là, moi, je pense que le débat a été instrumentalisé par le Parti québécois. Tu comprends? Ils ont comme... Il y a un sophisme, si tu me permets, là, qu'on appelle empoisonner le puits. Tu comprends? C'est-à-dire, empoisonner le puits, ça veut dire que tu as un puits dans lequel il y a de l'eau, là, puis tu verses un liquide toxique là-dedans de telle sorte que plus personne ne va en boire. Mais je trouve que le débat sur la charte, ça a été beaucoup ça. C'est empoisonner le puits. Certains ont dit, par exemple, si vous défendez une vraie charte de la laïcité, vous avez tel ou tel type de défaut. Si vous êtes xénophobe, si vous êtes contre cette charte-là, c'est que vous êtes contre les Québécois. On a comme empoisonné le puits à chaque fois. Et on a perdu une belle occasion d'avoir un débat sain sur une question réelle. Puis moi, ce que je trouve triste aussi avec le débat sur la charte, c'est que d'abord, les gens se sont engueulés plus que discutés. Le Parti québécois a instrumentalisé ça. Écoute, comment tu veux appeler une charte de la laïcité une charte des valeurs québécoises? C'est la laïcité, c'est pas une valeur typiquement québécoise, c'est une valeur universelle, ça. Et c'est de ça dont on discutait. Ensuite, comment tu veux faire admettre à tout le monde au Québec qu'on va adopter des principes de la laïcité et on va voter ça dans un Parlement sous un crucifix? C'est absolument insensé, une décision comme celle-là. Ils ont créé une grosse frontière. Je pense que c'est instrumentalisé par le PQ dans le but de mousser un certain nationalisme. Et je pense que les questions discutées sont trop sérieuses pour être bassement instrumentalisées comme ça par le politique, tu vois. Et je pense qu'on a raté une belle occasion de ce point de vue-là au Québec. Puis c'est des questions qui disparaîtront pas. Il va falloir qu'on prenne position sur ces questions-là au Québec. On a raté l'occasion de le faire. Ça, je le déplore. Je le déplore d'autant, si tu me permets de terminer là-dessus, que je pense que les personnes de bonne foi dans tous les camps, tu sais, mettons qu'on dit laïcité plutôt stricte et républicaine, laïcité ouverte comme ça, mais sur un grand nombre de sujets, il y avait consensus. Les gens s'entendaient beaucoup. Il y a des questions qui faisaient débat, mais il y avait un large consensus aussi. Alors donc, c'est triste de voir qu'on a raté cette occasion-là. Et je pense que le Parti québécois est en partie responsable du dérapage. Les médias aussi, comme Martineau. Martineau qui va dire qu'au Québec, les musulmans sont intégristes. Puis si je me trompe pas, quelqu'un d'intégriste, ça veut dire qu'il veut que les autres fassent comme lui. C'est le gouvernement qui sont intégristes. Le débat était, comme je te disais tantôt au début, instrumentalisé par le PQ, puis aussi les gens ont empoisonné le puits. Mais Martineau, dans beaucoup de ses chroniques, c'est un empoisonneur de puits. Tu vois? Dans tous les domaines, dans tous les domaines. Quand il avait fini d'écrire, on n'avait plus le goût de boire ce eau-là. Qu'est-ce que tu penses des policiers que, quand c'était les étudiants qui manifestaient pour leurs droits, ils ne voulaient pas se faire trop taxer, donc on se fait surtaxer au Québec. Ils se faisaient battre dans la rue par des policiers, juste parce qu'ils manifestaient. Mais quand c'est les policiers qui se font toucher à leur régime de retraite, eux autres, en bas au Québécois, ils vont crisser le feu dans la rue, au centre-ville, puis ils boycottent, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, eux autres, mais pas le reste de la population. Un principe de logique élémentaire, quand on discute, c'est de ne pas se contredire. Tu ne peux pas dire simultanément la Terre est ronde et puis 5 minutes après, la Terre n'est pas ronde. Ça, c'est une contradiction, c'est magnifique. Alors, la plupart des gens essaient d'éviter de se contredire de manière trop évidente. Il semble que les policiers ne fassent pas partie de la plupart des gens. C'est vrai. Une dernière question, vu qu'on le sujet, c'est un peu l'éducation. Tu sais, le savoir, c'est une arme. Oui. Puis l'éducation, c'est pas la même éducation qui est réservée aux mêmes classes de personnes. Puis là, les gens qui dirigent le monde, puis qui dirigent le Québec aussi, ils ont accès à des savoirs qu'ils ne partagent pas avec le reste du monde. Qu'est-ce que tu penses des francs-maçons puis des Illuminati? Tu sais qu'il y a un temple maçonnique sur Sherbrooke. Oui, je suis même déjà allé parce que j'avais un de mes étudiants qui était membre de ce temple-là. Tu sais, moi les francs-maçons, c'est très vieux, hein? Ça date d'il y a très, très, très longtemps, peut-être 17e, 18e siècle, c'était très répandu. C'était des gens qui étaient laïcs, souvent de gauche, hein? Pas tous, mais souvent laïcs et de gauche, et qui faisaient la promotion de l'éducation, du savoir puis de la culture,
plusieurs tendances, en tout cas, parmi les francs-maçons. Mais une chose est certaine, c'est que le mouvement de la franc-maçonnerie, c'est pas un mouvement... c'est un mouvement qui vivait, surtout à l'époque, plutôt caché, pour toutes sortes de raisons. Mais aujourd'hui, c'est au grand jour. Hein? C'est pas quelque chose de caché. Tu peux facilement les rencontrer, ces gens-là, parler avec eux. Je suis même déjà allé donner une conférence, moi, dans le milieu des francs-maçons. Et ça, c'est très différent de conspiration alléguée, comme les Illuminati, tu comprends? Et moi, je pense que pour comprendre le monde dans lequel on vit, on n'a pas besoin de conspiration. On n'a pas besoin d'invoquer une conspiration, tu sais. Imagine que les dirigeants de GM, OK, l'an prochain, veulent faire le plus de profit possible en vendant le plus cher possible des autos qui vont leur coûter le moins cher possible à produire. Est-ce que c'est ça qui se passe? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'une conspiration pour expliquer ça? Non. C'est le fonctionnement normal de nos institutions. Tu n'as pas besoin d'imaginer que les gens de GM et d'autres compagnies se réunissent en cachette dans un bureau et disent « L'an prochain, on va essayer de vendre nos autos le plus cher possible. » Le système fonctionne comme ça. C'est les règles de fonctionnement, c'est ouvert et tout le monde peut le savoir. Alors, Non, il se cache pas. Il se cache pas. Et je pense qu'on n'a pas besoin... Tu sais, il y en a des choses qui peuvent apparaître comme des conspirations qui sont avérées, connues. Tu sais. Il existe une chose qui s'appelle la commission trilatérale. Tu sais, dans les années 70, la commission trilatérale est née. Et puis, leurs textes sont accessibles. C'est pas une conspiration, là, c'est au grand jour. Ils ont écrit des textes. Un des premiers rapports de la commission trilatérale disait les années 60 ont été dures à traverser pour les élites, parce que dans la plupart de nos sociétés, beaucoup de gens, beaucoup de groupes de gens, les femmes, les étudiants, les Noirs, les ci, exigent de plus en plus de place, veulent revendiquer des droits. C'est un danger pour nous, pour notre démocratie, puis pour les élites. Ils l'ont dit. Est-ce que c'est une conspiration? Non, parce que c'est au grand jour. Et ces choses-là sont accessibles, puis on peut les lire. Ce qu'il faut, c'est se conscientiser que c'est ça, puis surtout comprendre que ce qui est en jeu, c'est nos institutions elles-mêmes. C'est nos institutions, c'est-à-dire le type d'organisation économique et politique dans lequel on vit. Voilà. Des fois, il y a des choses qui sont plus en cachette, puis des fois, elles sont mises au grand jour. Tu as peut-être vu récemment ce qui est arrivé avec TransCanada. Tu vois? TransCanada, là, c'est la compagnie qui a intérêt à faire venir un pipeline, un oléoduc, depuis l'Alberta jusqu'au Québec. Et ils ont fait appel à une firme de relations publiques pour mettre sur pied un programme d'endoctrinement de la population, de propagande. Mais ce document-là est écoulé, il est apparu dans Le Devoir. Tantôt, on disait les médias, etc. Il y en a qui sont plus indépendants que d'autres, un peu plus intéressants, comme Le Devoir, c'est un journal qui reste indépendant, Le Devoir au Québec. Eux, ils ont obtenu ce plan d'action préparé par une firme, une des plus grosses au monde, sinon la plus grosse firme de relations publiques au monde, pour TransCanada. Et là, tu avais tout leur programme. Alors, il y a des choses qui sont... pas trop étonnante. Par exemple, il disait il y a un certain nombre de personnalités au Québec là, qui pensent comme nous, puis qui défendent nos intérêts. On va faire appel à ces gens-là pour qu'ils parlent aux gens, qu'ils aillent dans les médias. Est-ce que c'est une conspiration, ça? C'est pas très étonnant. Compte tenu... Ce qui arrive, c'est que là, on l'a su, là, on a eu le document, mais on sait, toi et moi, puis tout le monde qui réfléchit un petit peu, que ça se passe à longueur de journée. Fait que c'est ça. Si j'ai bien compris ce qu'ils font, ils nous le cachent pas, mais ils nous l'apprennent pas. Et si possible, ils vont faire des choses sans les annoncer. Puis des fois, comme je disais pour GM, le seul fonctionnement normal des institutions produit ces résultats-là. D'autres fois, il y a des choses qu'ils aimeraient mieux que ce ne soit pas connu. Mais encore là, on peut fouiller puis le savoir. Hein. Puis, il y a peu de gens qui savent ça, mais en ce moment, dans beaucoup de démocraties là, dans le monde, là, il y a plus de personnes qui travaillent dans l'industrie des relations publiques, comme l'organisme qui a préparé le plan pour TransCanada, que de journalistes. Et ça donne une idée du monde dans lequel on vit, ça. Hein. Ça veut dire que le cerveau du public, il faut qu'il soit préparé, qu'il faut qu'il soit conditionné, il faut qu'il soit mis en place. Aller travailler, acheter ça, aller voir le nouveau film, mais tu verras jamais une annonce à la TV qui dit « Allez à la bibliothèque, vous renseigner sur l'histoire » ou « Asseyez-vous 10 minutes pour réfléchir ». Jamais. C'est ça. C'est ça. Okay. Mais au Québec, on a une très belle bibliothèque nationale que les gens fréquentent beaucoup. Puis ça, c'est un des beaux succès. Moi, où je suis à l'UQAM, là, quand je sors de l'UQAM, j'ai d'abord Oma, un quartier extrêmement pauvre à Montréal, un des plus pauvres au Canada, avec beaucoup de misère que je vois autour de l'université. Puis à côté, pour m'encourager, il y a la grande bibliothèque, qui est un beau succès. Là, puis les gens la fréquentent, beaucoup de gens la fréquentent, cette bibliothèque-là. Puis ça, c'est quelque chose qui me réjouit. Bienvenue où Pierre-Hugues Boisvenu n'est plus la bienvenue. Contrairement à Guy Turcotte, nous, on a été prévenus.
Enfermé dans le bullpen, je rêve de me sentir comme Guy la liberté. Pour se libérer de la maternité, y a des ados qui se font avorter. On est tous prisonniers de leur système, comme les rebelles en quarantaine. Tu veux juste t'évader de cette vie, mais t'as oublié que tes parents t'aiment. Enfermé sur toi-même dans une société où on peut plus s'exprimer. Le premier ministre va arracher les cordes vocales de la voix des opprimés. Ils veulent nous supprimer, nous faire croire que la vérité est imprimée. T'as compris, mais tu continues à déprimer sur l'effet de leur comprimé. On sait même plus où aller, la police nous arrête toujours pour aucune raison valable. Ils se mêlent pas de leurs oignons, nous prennent pour des légumes, nous jettent dans le panier à salade. Pris dans le cercle vicieux, on enfreint leurs lois sans le vouloir. Parfois on dirait que la prison m'aspire comme un trou noir. Sur le régime de guerre de Harper, on a tous maigri. Je pisse pas sur la loi, non, juste sur celui qui l'a écrit. Incarcéré dans le hood, condamné à vendre la poudre. Les faibles ont mal au bras à force de se serrer les coudes. Pour moi la liberté, bah c'est juste une statue qui devrait porter des menottes ou bien être abattue par un skinhead avec une plaque qui sera acquitté au procès. Pas témoin, pas de preuve et ça, seul un procès. Demande aux Illuminati, ils te répondront même pas. Demain tu te réveilleras avec un cancer qui sort de nulle part. La liberté de notre conscience aujourd'hui porte des menottes. Y a des rats et des drogués qui meurent pour des peanuts. On veut sortir de l'engrenage, encore enfermé à notre âge. Si je mets tout le monde dans le même bateau, c'est que les autres ont fait naufrage. Demande à Saputo, il te répondra que la vie est un fromage. Demande à cette putain, elle te répondra que c'est mieux que le chômage. Pour cette population, la dépression est une occupation. Depuis que ma liberté d'expression a un agent de probation, Stephen Harper a dit que le silence du peuple lui donne raison. Bientôt ils installeront des caméras partout dans nos maisons. Colette, dis-moi quelle tempête m'apporte le ciel. Ce vent violent m'empêche de voler de mes propres ailes. Les plus grands délinquants sur la planète, c'est nos gouvernements. Je me sens claustrophobe, ligoté par leurs règlements. On est au courant de leur armement seulement après le bombardement. Malheureusement, Pinocchio, la marionnette, est le boss du parlement. Révolutionnaire, ils veulent me briser, mais je me régénère. Car je préfère mourir que de vivre dans un pays libre imaginaire. La peine de mort est pas abolie au nombre de cochons qui commettent des meurtres. Pour moi, Québécois rime avec peuple de moutons aveugles. La liberté n'a pas de prix. Manara Yves Badawi, sa famille est à l'abri, lui prisonnier de l'Arabie. Tous ces bandits en habit veulent du pouvoir sur ma vie. Mais vu qu'ici c'est l'enfer, je sais que j'irai au paradis. Bienvenue où Pierre-Hugues Boisvenu n'est plus la bienvenue. Contrairement à Guy Turcotte, nous on a été prévenus. Des belles images puis des beaux c'est des contraires qui se répondent, j'aime beaucoup ça. Ah, merci, merci. T'écris bien. Je laisse savoir ce qu'un prof d'université en pensait. Mais t'écris bien. Merci beaucoup. Bravo. Normand Baillargeon. Bonjour. Vous êtes un professeur, un éducateur, un des plus beaux métiers au monde. C'est vrai. Avec vos connaissances de la philosophie, de l'éducation, vous êtes une mine d'or. J'irais même aussi loin à dire que vous, personnellement, vous êtes un trésor québécois. Je vous souhaite le bonheur et la santé. Je souhaite à votre ami et à notre ami Raif Badawi la liberté. Si on est chanceux, on va peut-être l'avoir au souverain anonyme un jour. Et que j'aimerais ça. Et puis, au nom de tous mes camarades aussi, Raymond Baillargeon, Normand Baillargeon. Excusez-moi. Tu sais que Raymond, c'était mon père. Ah bon? Dont je parlais tantôt. Ça tombe bien. C'est ça. Fait qu'au nom de tous mes camarades ici, je te proclame souverain. Anonyme! Souverain! Anonyme! Souverain! Anonyme! Merci beaucoup. Hey, merci, mon frère. Merci. Merci pour le lapsus aussi. Hein? Merci pour le lapsus. Raymond.
Salut Normand, moi c'est Dave. Salut Dave. Salut Dave. Nervosité. Nervosité.